Le grand journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Bon week-end à vous, merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, Michel Martelly aborde le dossier haïtiano-dominicain au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Le président haïtien appelle la communauté internationale à réagir face à une catastrophe humanitaire pouvant déstabiliser Haïti et son économie. Dans l'actualité également, alors que le CEP devrait se préparer à publier la liste définitive des candidats autorisés à participer aux municipalités, le bureau électoral de la commune d'Ansagalais ne s'est pas encore penché sur les dossiers de contestation de candidats en raison d'absence de juges. L'administration pénitentiaire célèbre son 20e anniversaire, l'occasion pour le directeur de cette unité de la PNH d'annoncer plusieurs projets comme fournir des uniformes aux plus de 11 000 détenus recensés dans le système. Dans l'actualité aussi, démarrage d'un projet de curage et de canaux de bassin dans la localité de Loé-Ména, au Morne-l'Hôpital. Ce projet du ministère de l'Environnement, estimé à 550 000 gourdes, vise à limiter les dégâts durant la période cyclonique. Et puis enfin, à l'étranger, le drapeau britannique en berne en hommage aux victimes de l'attaque de Sousse, au cours de laquelle 17 touristes britanniques ont été tués et 25 autres blessés. La reine Elisabeth et le prince William ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité, le développement du journal. Comme annoncé en titre, le président Michel Martelly a abordé le dossier de la déportation massive des Haïtiens par la République dominicaine à la 36e réunion ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté caribéenne à la Barbade. Michel Martelly dénonce des déportations violentes et une catastrophe humanitaire pouvant déstabiliser Haïti et son économie. Dans son intervention, le président haïtien a demandé à l'OEA, la CARICOM et l'ONU de porter les autorités dominicaines à traiter les ressortissants haïtiens avec dignité. La communauté internationale ne peut pas se taire quand des familles nucléaires se divisent et que des enfants sont séparés de leurs parents et conduits à des postes frontaliers, a déclaré le chef de l'État haïtien. La communauté internationale ne peut garder le silence lorsque des personnes dont la force de travail a été exploitée pendant plusieurs décennies se voient demander un beau jour de débarrasser le plancher sans avoir la possibilité de toucher une pension, voire le droit de récupérer leur maigre patrimoine, a soutenu Michel Martelly. D'autant que plusieurs thématiques dans le développement durable de la communauté dans l'agenda international sont au menu des discussions démarrées ce jeudi et qui prendront fin demain samedi. Ce sera l'occasion pour les États membres de la CARICOM d'examiner le programme post-2015 des Nations Unies baptisé Objectifs du développement durable dont l'adoption est prévue en septembre prochain au cours de la 70e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Dans l'actualité également, l'administration pénitentiaire nationale a célébré ce vendredi ses 20 ans d'existence.
Créée le 28 juin 1995, la direction de l'administration pénitentiaire gère actuellement 11 165 détenus éparpillés sur tout le territoire national, dont 27% sont des condamnés, a indiqué le directeur de l'institution. Jean-Gardy Muscadin a aussi informé que l'institution compte en son sein 1540 employés, dont 1038 policiers. Beaucoup d'efforts ont été consentis durant ces 20 ans en vue de fournir de meilleurs traitements aux individus se trouvant dans les centres carcéraux. S'est réjoui le titulaire de la DAP, Jean-Gardy Muscadin, au micro de journaliste Saint-Ilus et Maxo Joseph. Cette administration gère aujourd'hui 1540 employés, dont 1038 policiers et 502 cadres et employés administratifs. Elle assure également la garde de 11 165 détenus répartis sur toute l'étendue du territoire, dont 27% seulement sont des condamnés. S'il est vrai qu'elle ne peut s'enorgueillir d'avoir réalisé cette noble mission sans faille ni équivoque, elle a en revanche consenti des efforts considérables pour essayer de transformer les individus placés sous sa garde. C'est ainsi que des mineurs gardés au Sermicole et au centre de détention de Pétionville ont été scolarisés jusqu'à la 9e année fondamentale. On a même eu une fois un lauréat aux examens officiels de la 6e année fondamentale. Dans d'autres centres de détention, particulièrement à la prison civile de Port-au-Prince, en dépit des conditions difficiles liées au surpeuplement et à la sous-capacité, des projets de formation professionnelle sont mis en œuvre grâce au support des partenaires tant nationaux qu'internationaux. Doter tous les détenus d'une tenue appropriée pour mieux assurer la sécurité dans les centres carcéraux, mise en place d'un programme de santé en leur faveur sont entre autres objectifs que la direction de l'administration pénitentiaire se propose d'atteindre. C'est grâce au support des partenaires nationaux et internationaux. Le directeur de la DAP, Jean-Gardy Muscadin, entend également mettre sur pied un programme de formation à l'avantage des employés de la boîte, mais aussi renforcer la capacité d'unité d'élite de l'institution. Les précisions de Jean-Gardy Muscadin au micro de journaliste Saint-Ilus et Maxo Joseph. Nous avons également vu le projet, une fois la directive approuvée par le directeur général de la police nationale d'Haïti, de doter tous nos détenus d'une tenue appropriée et digne dans un souci d'assurer la sécurité et le maintien de l'ordre dans nos centres de détention. Nos garçons du Sermicole et nos filles de Pétionville ont déjà leur tenue qu'elles enfilent depuis le 8 juin dernier, date où nous avions fêté la journée nationale des enfants. Je n'oublierai pas de mentionner aussi les programmes de formation du personnel administratif et des policiers qui sont en cours de réalisation avec l'appui de la MINUSTA et de l'ambassade américaine. La formation et le renforcement de la capacité de notre unité d'élite, l'équipe pénitentiaire d'escorte et d'intervention par nos collègues de ANL. Enfin, toujours dans le cadre de notre mission, des programmes de formation pour une meilleure prise en charge médicale des détenus sont en cours d'exécution avec le support du ministère de la Santé publique et de la population, du CICR et d'autres organisations humanitaires de santé. Le gouvernement haïtien et la direction générale de la police nationale ont déjà élaboré conjointement un plan de développement en faveur de la direction de l'administration pénitentiaire. L'inspecteur Ralph Stanley Jean-Brice, qui a représenté le DG de la PNH à la cérémonie marquant les 20 ans d'existence de la DAP, a mis l'accent sur le travail difficile réalisé par des agents de cette entité de la police haïtienne. Il a appelé ces derniers à rester conséquents car leur travail a une grande importance aux yeux de la population. Ralph Stanley Jean-Brice au micro de journaliste Saint-Ilus et Maxo Joseph. On sait que garder
des prisonniers, ce n'est pas chose facile. C'est une mission extrêmement délicate, voire même dangereuse. Garder et réhabiliter, c'est une noble mission. Malgré le manque évident de moyens, les policiers, les cadres, tant administratifs que policiers de la DAP, ils ont su, au jour le jour, au quotidien, avancer avec la mission. Un plan a été déjà élaboré. Un plan de développement est déjà là. On sait quoi faire. Tout ce qui devra être entreprise est déjà élaboré. Les moyens viendront. La volonté est là. Volonté tant de la part du haut commandement que du gouvernement pour fournir à la DAP les missions, les moyens nécessaires de l'accomplissement de leur mission. Toute la société est concernée par votre travail. C'est un travail enrichissant, important. Je vous exhorte à être fiers. Je vous encourage à rester à la DAP. La DAP a besoin de vous. Il y a des prisons en construction. La DAP a besoin d'effectifs. Ne laissez pas la barque. Et toujours dans ce dossier, la protectrice du citoyen a salué le progrès réalisé par l'institution pénitentiaire au cours de ces 20 dernières années. Cependant, Florence Elidi constatait un handicap majeur dans le travail des responsables, à savoir la détention préventive prolongée. Elle a appelé les responsables judiciaires à prendre leurs responsabilités afin de faciliter le travail de la direction de l'administration pénitentiaire. Écoutons les propos de Florence Elidi. Et DAP fait gros progrès dans 20 ans ça a fait passer. Et moi-même personnellement, en tant que protectrice du citoyen, et qui travaille très très intimement avec DAP sur toute l'étendue du territoire, moi je peux dire qu'il y a de grands défis et que en tant que policier, parce que yo fait partie de la police, yo pas bénéficié de tout ça yo ta capable bail DAP pour que le fonctionne. Mais le plus gros problème DAP, c'est le problème judiciaire. Parce que prison yo petit, il y a 3 personnes dans la prison yo, et ce n'est pas yo qui décide qui reste dans la prison, qui ne pas rester dans la prison. Donc, à l'occasion de 20e anniversaire fête DAP, c'est peut-être un peu étrange, mais je recommandé que l'autorité judiciaire prenne responsabilité pour permettre DAP travailler mieux. Bon, premier bail qui t'a fait, c'est dossier prisonnier pour que yo suivent un parcours qui est normal, pour que pas gagner 23% seulement, j'entendais le directeur a dit là, pour que seulement 23% de monde qui condamné. Donc il faut que la justice mette poil dans la balance pour permettre DAP de faire un meilleur travail. Autre nouvelle, à Ansagalais, l'absence de juges chargés d'entendre les cas de contestation de candidats aux élections municipales et locales empêche au bureau électoral de cette commune de publier la liste définitive des candidats habilités à prendre part à ce scrutin, déplore le vice-président du BEC d'Ansagalais, Lunel Clermont, qui informe cependant que tout est fin prêt au niveau du bureau électoral de cette commune en vue de la tenue des prochaines municipales et locales. Détail avec notre correspondant à la Gonave, Macnel Blanc. Bec Ansagalais a trouvé une grosse difficulté pour publier liste électorale pour les gens qui participer dans l'élection municipale. D'après le vice-président Bec, qui c'est Lunel Clermont, fait qu'on est bien ces juges qui pas gagner pour tendre les gens qui protestent. Le président pas empêché pour faire qu'on est tout bagage déjà prêt pour organiser l'élection, mais seulement ne pas capable de publier liste électorale là pour juge qui pas gagner pour tendre les gens qui protestent. Parlons élection toujours. L'organisation du peuple en lutte a présenté ce vendredi son plan quinquennal 2016-2021.
Un programme politique portant sur des réformes administratives, législatives, judiciaires, ainsi qu'au niveau de la sécurité nationale. Ce plan préconise de mettre l'État au service des citoyens. C'était l'occasion pour le coordonnateur général de l'OPL, également candidat à la présidence sous la bannière de ce parti, Sauveur Pierre-Etienne, de souligner que la croissance et le développement socio-économique ainsi que le cadre financier sont indispensables au changement tant escompté dans le pays, soulignant que ce plan quinquennal 2016-2021 de l'OPL a été présenté au cours d'une rencontre avec les différents candidats du parti. Écoutons le candidat à la présidence de l'OPL, Sauveur Pierre-Etienne, au micro de Ephésien Mathieu. Si nous voulons institutionnaliser la démocratie, et c'est ça l'OPL voulait, c'est choix ça le fait, eh bien, question réforme l'État, modernisation économique, développement économique et social, protection environnement, promotion développement durable, eh bien, faut nous réformer en matière, eh bien, juridique, en matière juridique nationale. Tout autant que nous pas gérer question ça, modifier, eh bien, code nous, loi qui l'a, qui parfois désuète, nous ne pas prendre aucun côté. Et en ce sens, réforme législative là, les vignes ont obligation. Il faut qu'il y ait une réforme législative. Et c'est lui-même qui a permis de nous consolider la démocratie. Et c'est lui-même qui a permis de nous renforcer l'institution parce que pas d'institution, pas de démocratie. C'est seulement dans le cadre institutionnel qu'on est capable d'exercer la démocratie. Et crise sociopolitique qui se au pays au cours des 25 dernières années, c'est ça qu'on dit nous, c'est que nous n'avons pas de cadre légal, nous n'avons pas respecté la loi, nous ne sommes pas capables d'appliquer. Et parfois, c'est les gens qui ont pouvoir eux-mêmes qui placés pour faire respecter la loi et la Constitution, c'est eux qui violent. Nous allons l'obliger, eh bien, transformer, refondre le code de loi. Nous allons l'obliger à voter conseil de loi que la Constitution prévoit, nous ne pouvons jamais faire ça. Question de décentralisation et déconcentration, nous ne sommes jamais capables de mettre en œuvre, alors que le peuple apparaît, l'attend ça. Même l'embal, ça n'est le gouvernement la caille. Le gouvernement la caille, c'est un gouvernement qui vient visiter. Le peuple a des pouvoirs, parle la caille qui l'a avec elle. Autre information, plusieurs organisations d'étudiants notamment ont réalisé ce vendredi leur 4e marche contre la faim, le chômage et la vie chère. Cette manifestation a débuté devant la faculté d'ethnologie au Champ-de-Mars, a parcouru la rue Camo, l'avenue Charles Sommer pour aboutir devant le siège du Palais national. Reportage Wesley Antoine et François Samus David. Pancartes, assiettes et couverts en main, ces membres des organisations LIDE et MELA, issus de l'Université d'État d'Haïti, se rallient au Molégaf pour cette marche visant à dénoncer la cherté de la vie, le chômage et la faim. C'est leur 4e marche réalisée en ce sens. Ils prédisent que cette situation débouchera sur une mètre de la faim si les autorités ne réagissent pas. Et si la cherté de la vie et la faim persistent, pas question de se rendre aux urnes lors des prochaines élections, menace ce manifestant. T'as parlé d'élection, question élection paysan par la donne, ouvrier par la donne, jeunes garçons dans casse immobilier par la donne. Nous même au niveau Monégaf, nous t'ai toujours dit, pas qu'à gagner élection par grand goût, pas qu'à gagner élection par la vie chère. L'une des solutions les plus appropriées au problème de la faim et de chômage est la mise en place d'une politique économique pouvant permettre à l'État de créer des emplois et faire croître la production, conseille le ministre des Affaires sociales. Victor Benoît, qui reconnaît que le gouvernement est conscient de la situation, annonce des actions immédiates en vue de calmer la situation. L'accès problème grand goût qui pose dans la société, il y a deux bagages, il y a deux gens à aborder. On peut aborder par des actions conjoncturelles, immédiates, faire des gestes ponctuels. Donc l'État ici a habitué à faire. Le ministère a pu démêler malgré la précarité des moyens pour faire des gestes ponctuels. La réponse ponctuelle annoncée par Victor Benoît semble passer par la relance de certains programmes sociaux gouvernementaux tels Maman Chérie et des PEP suspendus depuis la démission de l'ancien Premier ministre Lamotte en décembre 2014. Ces programmes ont pu, malgré la faiblesse qui les ont caractérisés,
pour la plupart, dans une certaine mesure, atténuer la souffrance des plus démunis. Je m'attellerai donc, après les avoir revisités, dans le sens de les améliorer, à les rendre opérationnels. Cherté de la vie, chômage, faim, dépréciation de la gourde par rapport au dollar américain et rapatriement des milliers haïtiens par la République dominicaine, les défis se multiplient pour cette administration. Si l'équipe au pouvoir ne parvient pas à les résoudre, la prochaine administration aura du pain sur la planche. En parlant de la vie chère, la sécheresse qui bat son plein depuis des mois dans la commune de Chansolme, dans le département du Nord-Ouest, a de graves conséquences sur la vie socio-économique de la population communale. Une situation qui augmente la misère et la délinquance à Chansolme. Les gens recourent à l'abattage des arbres pour la fabrication de charbon de bois, question de subvenir à leurs besoins et du même coup contribuent à la dégradation de l'environnement au niveau de cette commune. Détail avec Johnny Avril, notre correspondant à Port-de-Paix. La pluie qui a tombé depuis quelques mois sous commune Chansolme pour arroser à jardin paysans dans la première et deuxième section commune ça, augmenter misère et taux de délinquance dans la population chansolmienne. Une situation qui permet aux paysans obligés à couper arbre fruitier pour faire charbon et ensuite fouiller terre pour jouer nos roches pour vendre à constructeurs. Une façon pour être capable de répondre à besoins primaires. Et ça a occasionné détérioration environnement zone ça chaque jour plus. Pour Joseph Fils, un notable commune ça, c'est mépris à absence autorité locale qui la cause situation ça. Faut que nous dit à pas de problème environnement qui posé dans la commune Chansol, prix produit première nécessité pas suspendre monter chaque jour avec Goudla qui perd du valeur de $20 et ça a occasionné pouvoir d'achat population réduit considérablement avec taux chômage là qui a augmenté dans le temps population. Pour toute raison, ça y est, habitants dans la commune de Chansolme, souhaiter autorités concernées assumer responsabilité pour empêcher le pire. Autre info, dans l'objectif de resserrer les liens avec l'Institut du bien-être social et de recherche, une délégation du Conseil général de la Martinique pour la protection des mineurs a effectué cette semaine une visite en Haïti. Le conseil, qui s'était fait accompagner de 2 jeunes filles haïtiennes victimes du séisme du 12 janvier 2010, a bouclé sa visite dans le pays cette semaine. Le chef de la délégation, Philippe Marie-Rose, en a profité pour partager ses expériences en matière de protection des droits de l'enfant et du même coup en acquérir d'autres. Les 2 jeunes filles, Wilmine Joseph et Valencia Michel, de leur côté, se réjouissent de revoir Haïti, leur pays, 5 ans après la catastrophe. En outre, elles ont partagé leur vécu post-séisme de 2010 à date. Suivez. Le besoin d'une part de resserrer les liens entre les administrations était fort. Le besoin était très urgent qu'elles puissent revoir leur famille. Il était important, sinon vital pour elles, mais même pour les responsables sociaux, les spécialistes de la question, que ces jeunes filles puissent revoir physiquement leur papa, leur maman, leur papi, leur mamie, leurs amis. C'était important. Donc, moi qui suis responsable de la coopération, j'ai proposé à mes collègues des services sociaux de croiser une mission, de profiter d'accompagner ces enfants pour en même temps rencontrer les services administratifs. C'était un immense plaisir de venir après 5 ans parce que, comme je l'ai dit, en Martinique et en Haïti, ce n'est pas du tout la même chose, c'est très différent. Et de retrouver ma famille, tout le monde, c'est un grand plaisir. Mon papa, quand il est arrivé mardi à l'hôtel, il a pleuré, il était ému. Alors, quand je me suis réveillée à l'hôpital La Mère et l'Enfant, en Martinique, j'avais plus mes mains. J'étais très triste et tout. Et après, j'ai fait 5 mois, je crois, ou 6 mois à l'hôpital. Je suis opérée, tout ça. Et après, je n'aimais pas sortir dans la rue. Par exemple, j'avais peur des regards des personnes. Par exemple, ils me posaient beaucoup de questions, pourquoi j'étais comme ça et tout. J'avais honte et tout. Et maintenant, j'essaye de m'adapter. J'essaye de m'adapter à moi-même, de m'accepter. Voilà. C'était très difficile par rapport à la jambe cassée. Donc 2 ans de soins et 2 ans de rééducation pour bien marcher.
Nous l'avions annoncé en titre, lancement ce vendredi des travaux de drainage et de curage des bassins de sédimentation à Morne-l'Hôpital, plus précisément dans la localité appelée Loé-Ménard. Ces travaux exécutés en amont visent à diminuer d'éventuels dégâts en cas de catastrophe naturelle. Le ministre de l'Environnement, Dominique Pierre, présent au lancement des travaux à Morne-l'Hôpital, a appelé les habitants de la zone à protéger leur environnement. Un montant de 550 000 gourdes est disponible pour l'exécution du projet. Les précisions du ministre de l'Environnement, Dominique Pierre, au micro de journaliste Saint-Silus et Yvon Seidi. Qui nous l'a déjà, il est clair qu'il faut une opération de curage, c'est ça au fait. Parce que ça, c'est pour nous contrôler l'eau qui vient, de quoi pour éviter que des dégâts faits en aval, pour que vraiment zone qui en aval pas touchée, pour une population qui était plus bas pas touchée. C'est pour ça que moi, il est important que nous-mêmes nous ayons lancé l'opération ça aujourd'hui. Nous gagnons des drains qui passaient et comme ça nous gagnons partie tout qui. Mais c'est là que les bassins ça remplis avec sédiments. C'est très difficile, toutes alluvions abrités sur chaussée. Ça compte un grand problème devant une school là. On sait quand nous traitons là et plus haut que une school, de quoi pour problème ça va arriver. Bon que nous voyons que pour partir ça, nous presque dans centaines de monde. Ouais, équipe gagne pas de 30 personnes, que ça gagne 15 personnes, ça dépend. Travail les gens touchés par jour. Ouais, mais quand même nous payons. Pas gagner un chiffre exact parce que qu'on y a là, parce qu'on a travaillé sous lui. OK. Mais je pense que pour tout travail ça presque coûter nous 550 000 good, 150 000 good. Et bon, que nous avons côté assainissement, que nous n'avons pas jeté n'importe quoi dans la ravin, parce que nous ça va passer là, que nous n'avons jeté n'importe quoi dans la ravin, qui fait que nous avons un problème vraiment pour nous capables de retirer ça, pour nous voyer dans le bassin de sédimentation pour que l'équipement soit prendre. Des représentants des résidents de la zone de Morne-l'Hôpital ont applaudi l'initiative, estime-t-il, va aider à mieux faire face aux catastrophes naturelles. Berlus Wilner, responsable d'une organisation à Loé-Ménard, a sollicité du ministre de l'Environnement la présence d'agents de sécurité afin de mieux surveiller l'espace environnemental. Le travail a une grande importance pour nous ici, parce que longtemps, les lois ont venir dans des bassins versants. L'eau était qu'on fait plus de dégâts, qu'on fait catastrophe, qu'on passe sous caille moun babo ici. Mais c'est pendant qu'on y a avec qui vient gagner et puis l'eau a pas fait catastrophe, il était qu'on vit faire encore parce qu'il est passé en bas Renaille là. Mais cependant, nous même nous avons une grande bagaille n'a demandé ministre et ça n'a demandé ministre c'est pour toujours prendre Loé-Ménard en charge parce que là dans des bassins versants ça toujours à vider terre qui pour venir rendre bassin ça, il y a un problème. Faut que le ministre en nous au moins on dit sécurité et à travers la ville là et gain l'autre monde conséquent qui bail service en dans population on croit faut ministre tenir compte de ça et d'autres choses ça n'a dit ministre c'est travail ça comme on a peine venu faut gagner ça créer et équipe permanent qui va ici équipe permanent ça veut dire faut gagner monde qui toujours travaille dans zone ça parce que dans zone zone de sécurité, au moins bassin versant ça qui l'aile vini pour pas dégager, pour pas craser la population, au moins faut toujours gagner ça que les équipes qui travaillent sur le terrain. Un coup d'œil à l'étranger à présent. Le drapeau britannique en berne en hommage aux victimes de l'attaque de Sousse survenue le vendredi 26 juin 2015 en Turquie, au cours de laquelle 17 touristes britanniques ont trouvé la mort et 25 autres ont été blessés. La reine Elisabeth et son époux Prince William ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Une minute de recueillement a été observée en mémoire des victimes dont les corps ont été rapatriés. Une cérémonie commémorative se tenait sur le lieu du drame. Plus de précisions avec nos confrères d'Euronews. À midi, le Royaume-Uni tout entier s'est immobilisé pour observer une minute de silence à la mémoire des 30 Britanniques tués dans une attaque terroriste en Tunisie.
La reine Elisabeth et son époux, le prince Philippe, ont rendu hommage aux victimes depuis l'université de Strathclyde en Écosse. Dans l'ensemble du pays, les drapeaux étaient en berne et même les balles de tennis se sont arrêtées à Wimbledon. Les corps de 17 des victimes britanniques ont déjà été rapatriés par avion militaire sur la base de Brize Norton. Au même moment, une cérémonie commémorative se tenait sur les lieux du drame en présence du Premier ministre tunisien Habib Essid ainsi que de l'ambassadeur de Grande-Bretagne. Je pense, dit-il, que l'on vit tous sous la menace du terrorisme et le syndrome du loup solitaire, on a pu le voir ailleurs, pas seulement en Tunisie. Mais bien entendu, c'est aussi pour ça que nous travaillons avec les Tunisiens, pour essayer de faire en sorte d'avoir la meilleure sécurité possible. Et je sais que l'engagement des Tunisiens en faveur de la mise en place de cette sécurité est important. Hormis les 30 Britanniques, 3 Irlandais, 2 Allemands, un Belge, un Portugais et un Russe ont péri dans cet attentat. La Tunisie a annoncé l'arrestation de 8 personnes en lien direct avec l'attaque revendiquée par le groupe État islamique. Toujours à l'étranger, pour empêcher la progression des Kurdes le long de sa frontière, la Turquie se prépare à intervenir militairement. L'ordre a été donné à l'armée de se préparer lors du Conseil de défense qui s'est déroulé lundi 29 juin. L'intervention prévoit l'instauration d'une zone sécurisée dans la région de Djerablus aux mains de l'État islamique, mais menacée par les Kurdes. Reportage Euronews. Ankara dément l'imminence d'une opération armée en Syrie. Depuis plusieurs jours, la Turquie renforce ses troupes le long de sa frontière de 900 km avec la Syrie en guerre. Selon les médias turcs, le gouvernement envisagerait de créer une zone tampon autour de Djerablus aux mains d'État islamique, et ce afin d'empêcher la progression des Kurdes qui ont repris la ville de Talabiyad aux djihadistes. Ce jeudi soir, le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a coupé court aux spéculations tout en précisant « Nous avons effectivement pris des précautions pour protéger notre frontière. Si les circonstances de l'autre côté de la frontière devaient menacer la sécurité de la Turquie, ordre a été donné d'intervenir. » Ankara a par ailleurs prévenu que son cordon humanitaire vers Alep, où les combats font rage, serait interrompu s'il devait traverser une zone de guerre. Ces propos ont provoqué un nouvel afflux de réfugiés en Turquie, où les camps abritent déjà 1,8 million de Syriens. À présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Michel Martelly aborde le dossier haïtiano-dominicain au 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Le président haïtien appelle la communauté internationale à réagir face à une catastrophe humanitaire pouvant déstabiliser Haïti et son économie. Alors que le CEP devrait se préparer à publier la liste définitive des candidats autorisés à participer aux municipalités, le bureau électoral de la commune d'Ansagalais ne s'est pas encore penché sur les dossiers de contestation de candidats en raison d'absence de juges. Dans l'actualité également, l'administration pénitentiaire célèbre son 20e anniversaire. L'occasion pour le directeur de cette unité, la PNH, d'annoncer plusieurs projets comme fournir des uniformes aux plus de 11 000 détenus recensés dans le système. Démarrage d'un projet de curage de canaux et de bassins dans la localité de Loé-Ménard, au Morne l'hôpital. Ce projet du ministère de l'Environnement, estimé à 550 000 gourdes, vise à limiter les dégâts durant la période cyclonique. Et puis enfin à l'étranger, le drapeau britannique en berne en hommage aux victimes de l'attaque de Sousse, au cours de laquelle 17 touristes britanniques ont été tués et 25 autres blessés. La reine Elisabeth et le prince William ont présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent week-end. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.